C'est l'hebdo la suite avec Antoine Janton, Pauline Clavière, Jean-Michel Apathy, Émilie Tran-Nguyen et notre invité, le philosophe Michel Onfray. Vous êtes du nord de la France. Lui, il vient du nord de l'Afrique, d'Algérie précisément. Il est journaliste, formidable écrivain, amoureux passionné de la liberté. Son roman Zabor ou les psaumes vient de paraître chez Actes Sud. Kamel Daoud est notre invité. Bonjour. Et bienvenue, ravi de vous recevoir. Vous savez qu'en France, le président de la République est protecteur des arts et des lettres. Et Emmanuel Macron est l'un de vos lecteurs enthousiastes. Autant il n'aime pas lire Michel Onfray, autant il aime lire Kamel Daoud. Vous avez de la chance, le prince vous aime. Exactement. Merci. Ça a été l'une de ses lectures de l'été dernier et il a eu raison de vous lire. On va en parler de ce roman. On avait d'abord très envie de vous réunir et d'organiser cette rencontre. Vous vous connaissez l'un l'autre? On se connaît par lecture interposée, on se dit du bien l'un de l'autre régulièrement, mais on ne s'est jamais rencontrés. Exactement, c'est la première fois. Ouais. La première fois, mais vous vous lisez l'un l'autre. Oui, Oui. Enfin, moi, oui. Ce qui est amusant, c'est que vous faites la une du même magazine qui parle de vous quasiment dans les mêmes termes. Regardez Le Point, l'intellectuel qui secoue le monde, ça c'est vous, Kamel Daoud. Onfray, le philosophe qui secoue la France. Vous secouez que la c'est France. un poil moins. Je m'incline. Vous vous inclinez. Il y a des mais, faillots au point. vous vous retrouvez sur quoi? Qu'est-ce qui vous plaît, par exemple, chez Kamel Daoud, Michel Onfray? Sa liberté. Sa prise de risque, il est plus courageux que moi. Je dis souvent, je risque quoi, un contrôle fiscal. Lui, il risque sa peau. C'est beaucoup plus que ça. Il y a un vrai courage. Il le dit pas. Je sais des choses. Il le dira pas non plus. Mais je sais qu'il mène une vraie vie courageuse, une vraie vie philosophique. Oui, il n'aime pas en parler. Il a veut raison. pas En même temps, qu'on en parle, mais c'est vrai que mais il on risque peut sa peau. vraiment lui rendre. Oui, voilà. Donc c'est quand même beaucoup. Donc c'est vrai qu'il secoue le monde. Kamel Daoud, vous L'indépendance. inspirez de Michel Onfray. L'indépendance? L'indépendance. J'aime les gens qui réfléchissent, qui ne sont pas dans le prêt à penser, dans le prêt à porter et à emporter. J'aime les gens qui sont à contre-courant aussi de leur époque. Il est très difficile d'être contemporain de son époque. Et Michel Onfray, puisqu'on en est là, est quelqu'un qui est contemporain de son époque. Et ça, c'est très rare. C'est rare. Il y a peut-être une chose qui vous sépare, mais là, je ne sais pas, il faut que Zabor soit Kamel Daoud. J'ai trouvé que Zabor, dans le livre, ressemblait beaucoup à Kamel Daoud. C'est que Zabor, Ismaël, il n'aime pas l'école. Est-ce que c'est votre cas? Il n'a pas aimé l'école parce qu'il était exclu. Non, c'est un peu mon cas. L'école a été une belle découverte aussi. C'est la découverte de l'apprentissage. Vous sortez du cercle familial qui est quand même assez oppressant. Mais en même temps, c'est une déception. Au bout de 3 ans, ce rite du cycle, de l'autorité, etc., ne m'a pas beaucoup emballé. Je lui ai préféré un petit peu le circuit autodidacte. Alors que vous, Michel Onfray, vous dites que c'est l'école qui vous a sauvé et que ça ne serait plus possible aujourd'hui. Oui, l'école primaire. Je me souviens effectivement de vieux instituteurs qui apprenaient à lire, à écrire, à compter, à penser. Quand je le dis aujourd'hui, je passe pour un réactionnaire. Mais non. Mais si. Vous Et exagérez. je ne dis pas chez qui et dans quels journaux. Mais ça existe encore aujourd'hui, et bien heureusement. Mais il y a plein d'instituteurs formidables qui font des choses formidables. Mais je veux dire que la machine éducation nationale, c'est à distinguer des bons instituteurs, des bons professeurs. Après, j'ai eu aussi dans des endroits pas sexy. Moi, je suis allé à l'orphelinat quand j'ai eu 10 ans et j'en suis sorti 4 ans plus tard. C'était pas forcément un endroit extraordinaire, mais dans ce lieu, des professeurs formidables, oui, avec qui je faisais du théâtre. J'ai eu ma Brigitte Macron, moi aussi. Enfin, en tout bien, tout honneur. Vous avez eu votre Brigitte Macron? Oui, parce qu'une dame qui s'occupait d'un club de théâtre, c'était formidable pour nous de grimper sur scène et de sortir, quoi. Et puis, nous a proposé, moi j'ai découvert Salammbô de Flaubert en 5e, je crois, quelque chose comme ça. C'était formidable. Un Normand qui lit un écrivain normand, ouais. C'est tout à fait normal. Kamel Daoud, lui, en revanche, en Algérie, vous lisiez tout, et pas forcément d'ailleurs des écrivains algériens, tout ce qui vous tombait sous la main. Au fait, on lisait très peu d'écrivains algériens. Vous savez, les écrivains algériens, c'est 2 familles. Ceux d'avant l'indépendance et ceux d'après. Ceux d'avant étaient de bons acteurs dans le récit national. C'était des gens qui écrivaient pour la liberté, pour l'indépendance. Ceux d'après étaient contestataires. Donc, ils n'avaient pas accès ni à l'espace public, ni à l'école, ni au manuel scolaire aussi. C'est un projet qui vous intéresserait politiquement? Vous investir dans l'école en Algérie? Énormément. Franchement, s'il y a un métier qui me fait fantasmer, mais qui peut, c'est mon imaginaire, c'est mon fantasme de rédemption, c'est d'être un enseignant d'école primaire. C'est quelque chose de fondamental, c'est un enjeu immense. Vous savez, actuellement, les islamistes, que ce soit Erdogan ou dans d'autres pays dits arabes, leur obsession, c'est contrôler l'école. C'est une obsession, mais qui les travaille tout le temps. Et pour formater les cerveaux dès le plus jeune âge. Exactement. Et la ministre algérienne la plus attaquée, que je salue ici, c'est la ministre algérienne de l'Éducation. C'est une femme qui tient tête
mais vraiment, il faut avoir un courage immense pour faire ce qu'elle fait et la saluer. Et Elle tient tête à qui? À tous les courants conservateurs, au désastre un petit peu de l'éducation nationale, malgré l'effort de beaucoup d'enseignants, parce que je n'accuse pas les enseignants d'être ce qu'ils sont, mais un système éducatif en totalité, et surtout les journées islamistes, les médias islamistes, les islamistes, mais il ne se passe pas une seule journée sans qu'il y ait une sorte de fake news sur elle, sur sa famille, sur ses origines, sur ce qu'elle fait, sur ses enfants, sur ses réformes. Et c'est une femme qui n'est pas voilée, et quand vous dites un intellectuel qui secoue le monde, moi je le prends ça comme une sorte de tentation pour ma vanité, mais s'il y a des gens qui secouent le monde, c'est cette femme-là. Il y a une vraie part de vérité. Évidemment, cette femme-là, comme ceux que vous citiez à des échelles très locales tout à l'heure, Michel Onfray, qui font de la politique autrement que celle qu'on est habitué à commenter et à observer tous les jours. Il y a quelque chose aussi de très fort chez vous deux, c'est cette passion, cette croyance dans le pouvoir des livres, des mots. Ça vous vient d'où, Michel Onfray? De cette pension dont je parlais tout à l'heure, parce que c'était assez terrible. Il y avait quelques prêtres pédophiles, il y avait des passages à tabac, il y avait des coups, c'était d'une extrême violence. On était 120 au dortoir, ça fait 240 chaussettes, c'est insupportable, quoi. Et il y avait une bibliothèque effondrée, et je me souviens du Vieil homme et la mer, de l'effet du Vieil homme et la mer. J'ouvrais le livre et d'un seul coup, j'étais en pleine mer, il y avait les embruns du Pacifique, je fermais, je retrouvais l'école, j'ouvrais, etc. Et cette espèce de magie du livre, j'ai découvert ça au collège, quoi. Kamel Daoud? C'est à peu près la même histoire, sauf que c'était pas le Vieil homme à la mer, c'était un polar anglais avec une femme très sexy sur la couverture. Mais les deux connais juste le livre dans les mains. Les deux marchent aussi bien. Autre chose qui me frappe chez vous, c'est que Kamel Daoud, vous avez inventé le premier super-héros dont le pouvoir est l'écriture. C'est assez frappant. C'est vrai que c'est une manière de lire Zabor. Les super-héros, en général, ils sont extrêmement forts, ils peuvent voler, ce sont des justiciers. Lui, son pouvoir passe de manière quasiment magique, par le fait d'écrire. J'y ai pas pensé. Mais en même temps, ce livre est parti d'une équation. Elle est toute simple. Scheherazade des Mille et Nuits. Elle sauve sa personne, et à la fin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle épouse un serial killer. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, de monstrueux. Oui. Et donc Zabor, c'est quelqu'un c'est la Scheherazade des autres, c'est-à-dire il sauve sa vie, il sauve celle des autres. Moi, je voulais creuser ce lien entre l'écriture et la vie, et qui n'est pas une sorte de lien uniquement esthétique. Là, c'est un roman qui défend la possibilité du roman. Parce que si ici on peut acheter un roman en sortant, il y a des endroits où on ne peut même plus l'écrire ni le lire. C'est une phrase qui m'est venue d'une amie à l'époque où j'ai publié Meursault avec tout le bruit que ça a suivi un petit peu en Algérie et ailleurs, et qui me disait, très triste destin pour l'Algérie, on est passé d'une époque où on expliquait qu'est-ce qu'il y avait dans un roman à une époque où on doit expliquer qu'est-ce qu'un roman. Michel Onfray? Hélas, je souscris absolument, oui. Terrible. Mais il y a quelque chose de magique dans l'écriture? Pour moi, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Moi, je suis admiratif du... Point commun, vous êtes graphomanes tous les deux. Vous en êtes quasiment à 100 livres écrits en 25 ans. Vous avez une vitesse d'écriture stupéfiante pour vos chroniques. Et c'est vrai que vous avez une très grande facilité à écrire. Pour moi, l'équation est très simple. Le monde est ordonné quand j'écris. Dès que je m'arrête, il se désordonne, se désagrège, s'éparpille, il perd du sens. J'ai besoin de le réordonner par l'écriture. Donc vous écrivez d'une traite, comme ça? Généralement, ça vient peut-être du journalisme, mais je conçois le texte. Je n'aime pas faire deux boulots à la fois, c'est-à-dire penser et écrire. Donc je pense d'abord et j'écris ensuite. Donc ce qui fait, je conçois le texte, j'en garde l'élan, la tension, et après, j'écris. Oui, c'est malheureusement très souvent le cas. On fait parfois l'inverse. Pas très souvent, non, de temps en temps. Vous parlez de vos tweets. Oui, par exemple. Oui, et autre point commun entre vous, vous êtes de grands démystificateurs. Vous aimez vous attaquer à toutes les formes d'autorité, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, qu'elles soient même culturelles. Et une grande partie de votre travail, ça consiste à prendre le marteau et aller casser les idoles ou casser ce qui nous surplombe. Je ne vais pas parler pour Kamel, mais je pense que quand on a le désir d'être libre, et immanquablement, on tombe sur les mythes, sur les mystifications, et on est obligé de peut-être taper au marteau. Moi, j'ai pas l'impression de taper au marteau, juste de dire des choses. Là, je vais faire paraître un livre sur Tocqueville. J'ai lu Tocqueville, j'ai découvert des trucs terribles. Sur l'Algérie, terrible. Énormément. Terrible. La justification de la guerre. La colonisation et de la guerre. Sur la justification du meurtre des Indiens. Sur la justification du régime d'apartheid. Sur les nègres dont il parle en disant qu'ils sont inférieurs. On dit, mais attendez, tout le monde parle de Tocqueville. Très peu l'ont lu. Et quand on l'a lu véritablement, il y a un chapitre de la démocratie en Amérique qui dit tout ça très précisément. On va encore dire que je cogne, que je tape. Je dis juste non, je lis, je travaille. Nous lisons, nous travaillons. Kamel Daoud.
Moi, je pars d'un principe très simple. Je n'ai qu'une vie, je dois la mériter. Et puisque personne ne peut mourir à ma place, personne n'a le droit de réfléchir et de vivre à ma place, tout simplement. Donc, j'y vais, j'essaie de cultiver la lucidité, j'essaie de cultiver quasiment le désenchantement pour arriver à cette lucidité. Mais il est impératif, il est important, surtout dans des pays comme le nôtre, qu'on arrive à la lucidité. Parce que je pense que la plus grande religion qui est plus répandue que l'islam dans nos territoires, c'est le déni. Et je suis contre le déni. Oui, et vous avez l'impression de faire bouger les choses à travers vos écrits, vos interventions dans le débat public? Je peux le mesurer à la force des réactions très virulentes que je suscite. Contre souvent. vous? Contre moi, contre ce que j'écris et contre ce que je n'ai même pas écrit. Parce qu'on parle souvent des fake news, mais on ne parle pas du fake reader, c'est-à-dire le faux lecteur, celui qui ne lit absolument pas ce que vous avez écrit, mais qui le transmet, qui dit, qui participe à l'effet viral, etc. Et c'est le pendant un petit peu de cette culture, de cette sous-culture. Et il y a des professionnels, oui, qui savent parler de livres ou de textes qu'ils n'ont pas lus. Qui n'ont jamais lu. Et donc, j'essaie un petit peu de dire et de penser ce qu'on ne veut pas penser. Et j'y suis au cœur. Vous savez, j'ai eu des réactions sur certains articles dans Le Monde, et ce qui m'avait vraiment fait rire et étonné, c'est qu'on me disait parfois, il y a une famille qui me dit, tu as tort. Les autres, tu es un vendu pour l'Occident. Parce que dès qu'on commence à réfléchir, on se singularise. Bien et donc, sûr. on est un vendu pour l'Occident. D'autres qui disent que je travaille pour des papiers. Je ne vis pas en France, je vis en Algérie. Il y a pire, c'est la famille qui vous dit, vous avez raison, mais il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas l'écrire. Vous avez raison, mais il ne fallait pas le dire. Ni l'écrire. Et encore moi. Ouais. Antoine? L'article dont vous parlez, Kamel Daoud, c'est un article que vous avez écrit en janvier 2016 pour Le Monde. Vous avez été attaqué, accusé de nourrir l'islamophobie à cette époque. Quel est votre rapport à l'islam aujourd'hui? Écoutez, généralement, l'islam, c'est une question du siècle maintenant qui se pose à tout le monde, d'une manière ou d'une autre. C'est une question qu'on doit penser. Et il ne faut pas reculer face à l'accusation d'islamophobie pour ne pas penser. Alors moi, je pars d'un principe très simple. Soit c'est une religion communautaire et qui appartient à certains, ils doivent le prouver, et je n'ai pas à penser cette religion. Soit c'est une forme, une vision, une explication, un choix universel. Et là, j'ai le droit de penser cette religion-là. Maintenant, quel est le rapport intime à cette religion? Je préfère ne pas répondre parce que je me bats pour le droit de chacun à ne pas répondre à cette question-là. La liberté de conscience. Ce que vous dites aussi dans cet article, c'est que la culture musulmane a du mal à s'adapter à la culture occidentale. Il y a un choc. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas sociologue, mais je dis à partir de mon vécu. Je pense qu'on a une sorte d'amalgame douloureux. D'abord, il y a le déni du réel. Il y a le traumatisme et la blessure coloniale. Il y a le fait qu'on a raté le course de la modernité, ce qui fait que toutes les valeurs, démocratie, modernité, féminisme, sexualité, sont assimilées à l'Occident. Et puisque l'Occident a blessé, donc je rejette le tout en même temps. Il y a aussi un crash philosophique dans le monde dit arabe. On n'arrive pas à penser l'altérité, on n'arrive pas à penser l'autre et à l'accepter. On n'arrive pas à concevoir dans l'universel et puis on n'arrive pas à aller au-delà de la position victimaire. Je ne demande rien à l'Occident, je ne dis jamais que l'Occident est juste ou injuste pour moi. Moi, c'est à moi de fonder le centre du monde. C'est à moi de fonder une autonomie de la pensée. C'est à moi de récupérer un petit peu cette part d'universel qui est la mienne. Donc rester là à gémir parce que j'ai été colonisé et rester là à gémir parce que je n'ai pas inventé la machine à vapeur, moi ça ne me va pas. Oui, c'est vrai que c'est une magnifique déclaration de liberté. Michel Onfray? Oui, d'autant que je n'ai pas inventé la machine à vapeur non plus. Non. Il disait penser la religion, vous avez écrit un livre qui s'appelait Penser l'islam. Oui, parce que Et vous avez aussi été accusé C'est encore un d'islamophobie. encore. Oui, mais bien sûr, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on n'est pas islamophile, c'est qu'on est islamophobe. Mais on peut être ni islamophile, ni islamophobe, mais juste dire, il y a un texte religieux, est-ce que j'ai le droit de le lire, et de dire, en lecteur que je suis de Descartes, parce que vous avez raison de parler du sujet de la subjectivité qui n'existe pas, ou de l'individu qui n'existe pas dans l'islam. C'est Descartes qui rend possible un jour l'émergence du sujet. Et quand on est dans des civilisations sans sujet, et ça marche pour l'islam, mais ça marche aussi pour le bouddhisme, pour l'hindouisme, ou pour l'animisme africain, ou plein d'endroits sur la planète, on est assez rare à avoir inventé le sujet, je dirais, en termes de civilisation. De fait, on ne peut pas penser exactement de la même manière. On pense en tribu, en communauté, en groupe. On est le fils, on est le frère, on est le grand-père d'eux, la femme d'eux, ou je ne sais quoi. Et on n'est jamais un sujet ou une subjectivité. Donc, Sauf quand on est quelqu'un comme Zabor. Le premier mot du texte sacré.